et on est très très content de vous avoir avec nous sur un sujet essentiel qui agite vos gazettes, vous-même et nous-mêmes, l'usure professionnelle et la santé mentale, ou dans l'autre sens, comme vous voulez, mais en tout cas, les deux sujets sont intrinsèquement et complètement liés. Alors, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, on va voir deux angles bien spécifiques et bien importants sur la question, deux angles avec nous. Alors, pardon de vous traiter d'angle, quand même, à tout seigneur, tout honneur, commençons par la solidarité féminine. On a Florence Chaper, donc Florence Chaper est pilote de la mission Égalité intégrée à la NACT. Je dois dire qu'elle milite, et plus que ça, elle étudie la question des femmes depuis un certain temps, comme dirait le canon, puisque je crois que c'est au moins depuis 2008, c'est ça. Et que voilà, on a la chance, si on peut dire, depuis peu, mais depuis relativement peu, que ce sujet, notamment ce sujet des femmes et de la santé au travail, commence à dépasser le point du tapis et à pouvoir regarder les choses. Donc merci à Florence d'être là. Et puis Cyril Combe. Cyril Combe est directeur du BIT, OIT, Organisation internationale du travail en France, et je veux dire qu'il préside et il anime et il voit tout ce que sont les tendances de fond mondialement. Et je veux dire que maintenant on est aussi pris d'entrer dans un réseau mondial de ce côté-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma zapette? Elle est là. Et vous voyez, tout ce que vous voyez, merci, c'est gentil. Ce que vous voyez à côté, c'est qu'on va le regarder, j'allais dire, sur trois prismes. Le premier, et pardon de prononcer des gros mots, parce que la consigne qu'on donne tout le temps quand on est en public, c'est de ne pas utiliser de sigles. Donc je suis navré parce que c'est quand même comme ça que c'est connu. C'est un machin qui s'appelle la CSRD. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce bidule. La CSRD, c'est une obligation, qui est une obligation légale européenne. En France, depuis le 1er janvier de cette année, pour les grosses structures, c'est-à-dire celles de plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires ou de budget selon globalement leur structure, les autres après, applicable dès ce 1er janvier-là, et en gros, ça incite et ça oblige les entreprises. Alors en France, ça existait, j'allais dire, déjà depuis ce qu'on appelait, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la loi sur l'extra-financier, sur le reporting extra-financier, à avoir des indicateurs sur tout le volet extra-financier, donc traditionnellement le social, la gouvernance et l'environnement. Et en France, on peut dire que le pilier social, il n'était pas très très développé, mais là maintenant, il va bien falloir le faire. Et puis donc, ce que va être nos deux optiques. Donc, ce que je disais, c'est Florence, donc sur la dimension femme et santé travail, femmes et conditions de travail. Et je dois dire que là, le boulot qui est fait par la NACT et par Florence en particulier est extrêmement précieux, parce que si jamais vous avez eu envie de regarder ce que sont les statistiques, je veux dire classiques d'ATMP en France, les statistiques ne sont pas genrées. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est dans le même panier, et l'homme au travail, c'est vraiment l'homme au travail. C'est-à-dire que c'est l'humain comme ça, global, mais pas les femmes particulièrement. Heureusement, les choses changent. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est la dimension, j'allais dire, internationale, de comparabilité et d'enjeux internationaux, idem et là, c'est la nouveauté de la CSRD, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, sur tous les acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire par exemple pour les entreprises, vous aviez un certain nombre seulement qui le faisaient, c'est ce qui concerne aussi bien leurs sous-traitants, co-traitants et co-acteurs que eux-mêmes. Et donc, la question, encore une fois, du reporting conditions de travail, il va devoir être maintenant, grâce à cette CSRD, là-dessus. Voilà. Donc, oui, pardon, deux mots sur qui je suis et qui je représente. Le Cercle Entreprise et Santé, c'est une organisation, c'est une association d'intérêt général, sans but lucratif et sans but commercial. On existe depuis, en gros, fin 2006. Et l'objectif est justement de mettre en avant les sujets qui sont les sujets porteurs, qui vont structurer, j'allais dire, d'un certain côté aussi la compétitivité de demain, et surtout aussi les expériences et les regards et les expériences un peu porteuses et innovantes. Alors on a des tropismes comme ça, donc par exemple c'est les data, et donc ce qu'on va voir tout à l'heure avec Florence, et souvent en France on confond les data et les données d'enquête. Alors d'accord, c'est bien les données d'enquête, mais c'est pas exactement la même chose. L'innovation par les équipements, par exemple. Vous connaissez nos data aussi sur les exosquelettes, et puis voilà un certain nombre de choses, et donc avec, je dirais,
Préventica, ça peut être aussi avec des établissements universitaires comme l'ESSEC, la CNAM ou d'autres. On organise régulièrement ou bien aussi en visio, donc vous recevrez ça en visio parce que c'est bien pratique et ça permet de toucher tout le monde, je vais dire où qu'on soit, des certain nombre d'indications de ce type. En gros, il y en a une tous les mois à peu près. Voilà. Donc voilà sur qui en est. Voilà les nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités. Donc sur ces questions, je voudrais, si vous voulez bien, peut-être vous faire là-dessus juste quelques rappels. Pourquoi est-ce qu'il faut s'occuper de ça? Je dirais que c'est une forme de triple devoir de vigilance de ce côté-là. D'abord pour les faits. C'est-à-dire que si on a une montée objective sur ces deux questions, santé mentale et usure professionnelle, sont les faits. Partout, et particulièrement dans les pays dits civilisés, avancés et autres, le vieillissement est un fait, le vieillissement des populations est un fait, et donc anticiper et prévenir l'usure et tout ce qui peut être, je dirais non seulement c'est un devoir humain, ça, je dirais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont, comment est-ce qu'on disait, frotter le nombril avec le pinceau de l'indifférence, voilà, mais au moins économiquement, pour des questions de fidélisation, de recrutement ou autre, c'est tout à fait, et de maintien, c'est tout à fait nécessaire. Et puis l'autre enjeu qui est là aussi mondialement montant, même si on a, encore une fois, on a plus des enquêtes que des datas, c'est les questions de la santé mentale, où on a des données d'impact. Alors ça, quand on a des données d'impact en matière financière, ça va beaucoup mieux. On sait que c'est un phénomène qui croît, qui est de plus en plus important, et qui est lié d'ailleurs à des changements profonds dans la relation au travail, d'où les difficultés, j'allais dire, de recrutement, de fidélisation, d'où ce que vous lisez, par exemple, sur les nouvelles attitudes des générations Z au travail, et sur le fait aussi que sur la santé, depuis un bout de temps, nous, c'est notre conviction, c'est pour ça qu'on a monté le cercle, mais les gens ont plus envie de voir leur santé saucissonner entre ce qui a trait aux professionnels, ce qui a trait aux perso et autres là-dessus. Et donc, le dernier point, c'est cette fameuse CSRD. Pour revenir juste sur un chiffre qui est indéniable, alors c'est pas moi, c'est l'OMS, hein, donc pardon, c'est pas l'OIT, mais voilà, c'est l'OMS qui nous dit, en gros, qui nous disait, ça c'est un chiffre de fin 2022, que en gros, l'estimation qu'ils font, c'est que la dépression et l'anxiété font perdre chaque année plus 12 milliards de jours de travail au niveau mondial, et qui représente ou représenterait en perte de productivité plus de 1000 milliards de dollars par an. Je suis tombé l'autre jour, on en dira deux mots là, une étude canadienne sur justement l'impact, plus particulièrement chez les femmes, des TMS et des RPS. Ben c'est juste l'effroi quand on arrive à regarder les choses plus particulièrement. Qu'est-ce que ça coûte, quoi. C'est encore une fois, l'argument financier, il sert. Et donc aujourd'hui, on va regarder ces questions de santé mentale et d'usure professionnelle au double spectre de l'enjeu des femmes, qui sont quand même 50 millions de l'humanité, 50% de l'humanité, comme dirait l'autre, et à peu près autant en matière maintenant de force de travail, et puis aussi sur les chaînes de valeur internationales avec, j'allais dire, le regard et l'expérience spécifique, particulière et plutôt générale en spectre large de l'OIT sur ces questions, pour voir aussi comment les choses bougent à ces questions-là. Voilà donc en gros comment on va procéder. Si vous voulez bien, on procédera en deux temps, c'est-à-dire que on passera la parole à nos orateurs, tout d'abord chacun sur son spectre, et puis après questions notamment sur le fond aussi, qui est comment on mesure, quels indicateurs on peut avoir, et comment est-ce qu'on peut en gros faire bouger les choses et faire bouger l'ensemble. Alors voilà. Florence, si tu veux bien, c'est à toi et on commence par toi. Donc Florence est pilote de la mission égalité intégrée de l'ANACT. Je veux dire, elle travaille sur la question depuis façon importante. Et on a déjà, alors pour ceux qui nous suivent, on est assez groupis d'abord de tous les deux. Donc voilà, donc vous les voyez pas pour la première fois. Et puis sur cette question-là, on a déjà aussi commencé, j'allais dire, à défricher la question il y a quelques mois, en regardant une chaîne qui était au niveau mondial, au niveau européen, au niveau France, et puis à l'époque c'était en Occitanie, sur la région,
comment est-ce que les choses sont en train de bouger sur ces questions globales de santé des femmes, pas seulement de santé mentale. Là, on va plutôt s'orienter là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on fait de temps en temps des focales avec notamment la santé des soignants. Alors là aussi, les soignants au sens large. Et juste pour mettre un peu de citron sur le bord de l'huître, ce qu'on dit, c'est que le plus souvent, les soignants au sens, les officiels, faut que je me retienne bien, du ministère de la Santé, on a essentiellement ceux qui sont répertoriés par le ministère de la Santé et donc par l'adresse, c'est-à-dire les soignants officiels que sont les médecins, les sous-soignants, les soignants autres que sont les infirmiers et puis le personnel administratif. Donc tout ça, c'est 1,5 million de gens à peu près en France. En revanche, ça double au moins si on regarde tous les acteurs de la chaîne des soins, donc non seulement eux, mais les autres types, types de techniciens, les autres acteurs des établissements de soins, les aides-soignants, et encore une fois là-dedans, on ne met pas, on n'a pas les éléments sur notamment la médecine et la médecine individuelle. Voilà. Donc Florence suit tout ça sous l'œil femmes et femmes au travail, et donc la question, ça va être dans cet ensemble et plus particulièrement sur les enjeux de santé mentale, santé psychologique, comment tu vois les choses, comment tu les vois évoluer. C'est à toi. Il faut que ça soit vert. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Marie et au Cercle Entreprises en Santé de permettre que cette conférence existe. Et je vois que vous êtes assez nombreux, ce qui prouve qu'il y a un sujet. Je crois que c'est plus seulement un effet de mode ou quelque chose un peu d'innovant. Ça devient, ce sujet, une priorité du ministère du Travail et une priorité du plan santé au travail. Moi, actuellement, je pilote également l'action santé des femmes du plan santé au travail numéro 4. Alors, quelques mots, effectivement, sur la santé mentale. C'est vrai que c'est un terme qui recouvre un certain nombre de troubles. Alors, d'anxiété, troubles de dépression, burn-out, troubles du sommeil, stress post-traumatique. C'est vrai que c'est à distinguer d'un autre terme qu'on entend souvent, charge mentale. Charge mentale, c'est plutôt la question de la charge. Souvent, c'est associé à la charge liée à l'articulation des temps ou à certains métiers, notamment à prédominance féminine, où il y a une multiplicité de tâches à gérer en même temps. C'est à distinguer aussi de la maladie mentale. Alors, c'est vrai que ce terme de santé mentale, on pourrait se dire, on va le traiter avant tout sur un plan individuel. Hein, c'est ce que font les médecins, les professionnels de santé, et il y en a besoin. Mais nous, à l'ANACT, on va essayer d'agir plutôt sur les leviers collectifs, les leviers organisationnels. Et effectivement, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait en prévention primaire pour adapter le travail, adapter son organisation en fonction, d'une part, des postes ou des parcours occupés par les femmes et les hommes qui ne sont pas les mêmes, et d'autre part, en fonction des spécificités aussi biologiques ou sociales des femmes et des hommes. Et du coup, si on applique ça à la santé mentale, c'est vrai que les problématiques de santé mentale, elles sont plurifactorielles, comme on dit. Il y a tout un volet de ces questions de santé mentale qui sont liées à la problématique des âges de la vie, les dépressions post-partum, la période de la ménopause, mais c'est aussi les séparations, recompositions familiales, monoparentalité, qui concernent les deux sexes, mais la monoparentalité, ça concerne plutôt les femmes. C'est la question de la surexposition des femmes aux violences sexistes et sexuelles, mais pas que. Il y a un certain nombre d'hommes qui sont exposés aussi. Ces questions d'éco-anxiété, de cumul vie professionnelle, vie familiale. Vous savez sans doute que oui, la durée de travail rémunérée des hommes est plus longue que celle des femmes, mais le cumul travail rémunéré, non rémunéré est bien supérieur pour les femmes à celui des hommes. Donc, avec moins de temps de récupération, moins de temps de sommeil, etc. Alors, ce qui va nous intéresser là, dans cette conférence, c'est ce qu'on appelle les déterminants liés au travail. Et c'est vrai, quand on voit les conditions de travail des femmes, elles sont majoritairement dans des emplois moins qualifiés, moins rémunérés, moins reconnus. Souvent très exposés aux risques psychosociaux. Et là, effectivement, je vais faire un petit focus, avec aussi beaucoup d'horaires morcelés qui rendent aussi difficiles les questions d'articulation des temps, et puis aussi marquées par la précarité, etc.
Alors, sur l'exposition aux risques psychosociaux, c'est la DARES qui a publié, le service statistique du ministère du Travail, qui a publié début 2023 une enquête très intéressante sur les métiers féminisés de service. Donc, dans le soin, dans le commerce, dans la propreté, dans l'enseignement, et qui montrait que les femmes étaient exposées à 7 facteurs de risque professionnels sur 8, alors que dans les métiers masculinisés ouvriers, les hommes étaient, enfin les salariés étaient exposés à 4 facteurs de risque professionnels sur 8. Et alors du coup, si on regarde ces métiers féminisés de service, ils sont exposés, pour ceux qui connaissent les grilles les critères de Golac, au manque de soutien et d'autonomie, aux exigences émotionnelles, devoir rassurer, devoir soutenir, etc., au conflit de valeurs. Alors qu'il y a quelques années, c'était les hommes qui étaient plus exposés au conflit de valeurs. Là, on retrouve plutôt les femmes dans ces métiers, mais aussi aux contraintes organisationnelles. C'est quoi? C'est travailler dans l'urgence, la pression temporelle, devoir se dépêcher, etc. Alors, si on regarde d'autres données d'impact, non pas d'exposition aux risques psychosociaux, mais d'impact sur la santé, ce qu'on voit au niveau de la Caisse d'assurance maladie, c'est que les affections psychiques ne sont pas reconnues dans les tableaux de maladie les tableaux de maladies professionnelles. Par contre, il y a un système de reconnaissance complémentaire qui, par exemple, en 2019, a reconnu 1000 affections. Et ces 1000 affections, ça concernait surtout Oui, c'est le hors-tableau. Bon, voilà. C'est ça. Nous sommes tous des hors-tableaux. Pardon. Oui. Et du coup, là, ça concernait surtout donc des femmes de 40 ans en moyenne, employées, et ça conduisait à peu près à 400 jours d'arrêt. En fait, paradoxalement, là où on retrouve le plus d'affections psychiques reconnues, c'est dans les accidents de travail, puisque à peu près 3 à 4% des accidents de travail concernent des affections psychiques, y compris graves, dont les suicides, mais qui sont en faible nombre, et là qui conduisent aussi à un certain nombre d'arrêts longs. Alors, l'étude qui m'a particulièrement intéressée, c'est plutôt la dernière étude de Santé publique France qui a été produite l'an dernier et qui montre que pour toutes les souffrances psychiques liées au travail, les femmes sont 2 fois plus exposées que les hommes. Et ce que cette étude a révélé, mais elle a peut-être des biais, c'est que c'était plutôt les catégories cadres, pour les femmes comme pour les hommes. Et pour les femmes, ça concernait plutôt les tranches d'âge 35-44 ans, et pour les hommes, les tranches d'âge 45-54. Et que là, les secteurs qui étaient montrés comme étant très exposés à la souffrance psychique, c'était pour les femmes le transport, la construction, l'industrie. Donc on peut se poser des questions sur pourquoi. Il y a des hypothèses sur une division sexuée forte du travail, sur la prévalence du sexisme ordinaire, des violences sexistes sexuelles, sur aussi l'inadaptation qu'on a pu montrer des systèmes de travail, aussi bien sur le plan de la pénibilité physique que sur le plan des horaires, etc. Voilà, pour les hommes, les secteurs qui sont le plus exposés, c'est l'agriculture, on en parle beaucoup depuis quelques années, l'hôtellerie-restauration également. Alors, finalement, pour faire le lien avec les questions d'usure professionnelle, c'est vrai que ce qu'on a constaté pour les métiers des femmes et dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles l'ANACT intervient, mais aussi l'ARACT, vous savez que nous formons un unique établissement public et qui a l'ARACT Grand Est, qui donc accompagne les entreprises, c'est que les femmes rentrent beaucoup dans des métiers d'entrée dans l'entreprise, agents d'entretien, aides-soignantes, infirmières, enseignantes, vendeuses, mais évoluent très peu dans l'entreprise, à la différence des hommes qui évoluent. La DARES a là aussi montré que les parcours des femmes sont plutôt descendants, précaires, hachés, pénibles. Les métiers des hommes vont être plutôt, ça peut changer, stables, ascendants, évolutifs. Et donc, les femmes sont durablement exposées à l'usure professionnelle et en fin de carrière, à la différence des hommes, on retrouve beaucoup de femmes très exposées à la pénibilité, y compris physique,
quand on est auxiliaire de vie, agent d'entretien, nounou, etc. Voilà, donc une exposition prolongée à des facteurs de risque qui génèrent de la santé mentale, d'où ce fait de très justement associer santé mentale et, si je puis dire, usure professionnelle, alors même que, avec l'évolution des lois sur les retraites, les femmes, comme elles ont eu des parcours plus à temps partiel, moins payés, plus hachés, doivent travailler plus longtemps. Je vais peut-être m'arrêter là. Non, 30 secondes, juste pour faire écho à ce que tu dis, et le fait que usure professionnelle et santé mentale, aussi charge mentale, sont liées. On a fait par exemple le mois dernier, il y a 2 mois là maintenant, avec une ARAC qui était l'ARAC Hauts-de-France, une analyse de ce côté-là sur les métiers d'aide et d'aide à domicile. Et les métiers d'aide à domicile, alors qui sont, moi je connaissais pas les chiffres, en gros, ça représente plus de 6% de l'emploi en France. Ce sont tous des métiers en tension sur lesquels les besoins, j'allais dire, de recrutement et d'extension sont énormes. Donc on devrait arriver à 10% avant qu'on soit là. Et j'allais dire que les pauvres qui animent et qui dirigent ces entreprises ne savent pas comment faire parce que, en gros, les moyennes d'âge, on est déjà, je crois dans le Nord et qui n'était pas l'un des plus défavorisés, si je peux me permettre, par rapport au Sud, par exemple. Ils sont déjà une moyenne d'âge de 47%, essentiellement féminin, globalement, bien entendu, là-dessus, avec tous les facteurs que tu citais, c'est-à-dire, en plus, c'est un travail le plus souvent qui est globalement solidaire et qui est totalement méconnu. Et donc, assumé essentiellement par des femmes et avec encore une fois, des besoins absolument énormes sur l'avenir. Par exemple, tu vas couper. Non, vas-y, continue. Oui. Non, juste pour rajouter effectivement que plus précisément dans l'étude de Santé publique France, la surexposition, elle était liée à la surcharge de travail, parfois à la sous-charge, au changement organisationnel important dans ces métiers-là, au dysfonctionnement dans les prescriptions hiérarchiques et dans le management, au déficit de reconnaissance et au manque de moyens, ce qui explique aussi les conflits éthiques pour intervenir. Peut-être j'interviens pas sur les recommandations dans un deuxième temps. Effectivement, si vous voulez bien, sur les recommandations et les préconisations, on m'entend pas ou trop? Oui, je crois. Bon, pardon. Et donc, merci Florence. Alors, heureusement, on est au rez-de-chaussée, on est quand même loin du fleuve, donc vous n'allez pas tous vous précipiter avec une corde au cou parce que le portrait est compliqué. Mais il y a effectivement des points positifs et des espoirs, notamment, si je peux me permettre, parce qu'on en parle. Et ça, c'est une chose qui est globalement tout à fait importante. Merci d'avoir fait le lien entre les deux. Maintenant, si vous voulez bien, on va demander à Cyril Côme, donc directeur du BIT OIT en France, un peu à la fois votre sentiment, votre optique, et puis voilà, aussi sur la conscience peut-être qu'il peut y avoir, j'allais dire, à la fois dans les instances internationales, parce qu'on sait à quel point on a une difficulté, par exemple, à cerner les questions de santé mentale, je dirais au niveau national, par exemple, mais pas que, et au niveau des entreprises aussi. Voilà, comment ça se passe, comment vous voyez tout ça? Sur le menton. Oui, merci Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et de cette occasion de parler de ces sujets importants et de l'OIT. Peut-être un mot pour commencer, pour dire à peu près ce qu'est cette organisation au nom de laquelle je vous parle aujourd'hui. Donc l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. C'est une agence des Nations Unies qui a comme caractéristique d'avoir un mandat spécialisé sur les questions de travail, d'emploi, de protection sociale, de dialogue social. C'est une organisation qui a aussi la particularité d'être une organisation très ancienne, puisqu'elle a plus de 100 ans. Elle a été créée après la Première Guerre mondiale, donc avant même que les Nations Unies existent. Et elle a comme autre particularité d'être gouvernée à la fois par les gouvernements et par les partenaires sociaux. Donc c'est une organisation tripartite. Si on vous demande ce que c'est que le tripartisme au niveau international, c'est ça, c'est le fait d'avoir cette organisation avec ce type de gouvernance. Alors moi, mon propos, ça sera pour essayer de montrer comment tout ce qu'a pu vous dire Florence s'inscrit dans une perspective internationale. La France n'est pas une île. Toutes ces questions, qu'il s'agisse
ce qu'on appelle en France l'usure professionnelle ou les questions de la santé des femmes correspondent à des déterminants, à des facteurs qui justifient une réponse coordonnée au niveau international. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, en commençant peut-être par vous rappeler trois faits, 3 événements qui me semblent caractéristiques des enjeux internationaux sur ces questions. Le premier événement que je voulais vous rappeler, ça se passe en 2013, au mois d'avril, c'est l'accident du Rana Plaza. Alors, vous avez sans doute tous entendu parler de cet accident, de ce désastre industriel. Le Rana Plaza, c'est quoi? Ça se passe au Bangladesh. C'est un bâtiment de 7 étages qui s'effondre sur lui-même, au 6e étage duquel un atelier de confection était installé. Et cet effondrement du bâtiment provoque la mort de plus de 1100 personnes, essentiellement des femmes, des ouvrières du textile. Et à l'époque, si vous vous souvenez, ça a quand même été un choc très important au niveau international. Le Bangladesh, en 2013, c'est un pays qui, en l'espace de même pas 10 ans, est devenu le 2e exportateur mondial dans le secteur du textile et de l'habillement, alors que c'était un secteur très très peu développé à la fin des années 90. Ce sont des investisseurs, ce sont des donneurs d'ordre qui multiplient l'installation de sous-traitants et de fournisseurs dans ce pays, et donc fleurissent des ateliers de confection comme celui du Rana Plaza, avec essentiellement comme main-d'œuvre des femmes qui viennent des campagnes, donc des familles rurales qui s'installent à proximité de ces usines. C'est un système de production qui est organisé autour de quelques fournisseurs de premier rang dans le pays et qui gère les fluctuations et les à-coups de la production avec un réseau de sous-traitants qui va jusque dans ce qu'on appelle dans ces pays l'économie informelle, c'est-à-dire le plus souvent des ateliers à domicile qui gèrent comme ça les à-coups de la production. L'accident du Rana Plaza et ses 1100 victimes révèlent à l'époque la face cachée de la mondialisation, en réalité, et la réalité de cette mondialisation organisée autour de chaînes mondiales de sous-traitance que l'on va réinterroger à cette occasion-là. J'y reviendrai. Le deuxième événement que je voulais rappeler, c'est, alors là on est en 2019, c'est l'adoption de la première convention internationale à l'OIT sur l'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail. 2019, c'est l'année du centenaire de l'OIT d'ailleurs, donc c'est une belle réalisation à l'occasion du centenaire de cette organisation. C'est une négociation donc tripartite, comme toutes les négociations à l'OIT, qui aboutit à ce résultat. Et c'est un événement important parce que c'est la première fois qu'on a une norme internationale qui définit les termes de violence et de harcèlement, qui oblige les États qui ratifient et qui ratifieront cette convention à interdire ces pratiques en droit interne. Et c'est aussi un texte important parce qu'il oblige d'une certaine façon les politiques de prévention à intégrer cette dimension, ces facteurs de risque qui conduisent à des pratiques assimilables à du harcèlement et à des pratiques de violence. Et c'est aussi un texte, comme beaucoup de conventions de l'OIT, qui ambitionne de créer des objets du dialogue social. Et l'objectif de cette convention, c'est bien de créer de nouveaux objets de négociation au niveau des branches, au niveau des entreprises, sur les questions de violence et de harcèlement. Alors, l'objet de la convention, c'est les violences et le harcèlement, mais cette convention est négociée sur fond de la donnée épidémiologique majeure qui a été rappelée ces 15 dernières années, c'est-à-dire la montée en charge des problèmes de santé mentale sur les lieux de travail, qui est un problème universel et qui n'est certainement pas un problème isolé, je dirais, dans des pays comme la France, dans des pays à revenus élevés. Donc ça, c'était mon deuxième fait. Mon troisième événement, c'est le plus récent, c'est en 2022. C'est la reconnaissance d'un 5e principe fondamental du droit du travail au niveau international. Alors ça peut vous sembler un petit peu ésotérique, dit comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça quand je vous aurai dit en une minute de quoi il s'agit.
les droits et les principes fondamentaux du travail, c'est quelque chose qui a été reconnu par la communauté internationale à la fin des années 90, à une époque où, souvenez-vous, on était en train de mettre en place l'Organisation mondiale du commerce. Et à l'époque, la grande question qu'on se posait, c'était comment articuler les logiques économiques et les logiques sociales. Faut-il subordonner l'adhésion à l'OMC à la conformité à un certain nombre de normes sociales? Bon, ce débat n'a pas abouti à l'OMC, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais en tout cas, on a en héritage de ce débat cette identification d'un certain nombre de normes sociales internationales qui sont, si vous voulez, tellement importantes qu'elles conditionnent tout le reste. Et donc, vous retrouvez dès 1998 la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre le travail forcé, l'interdiction des discriminations professionnelles, la liberté syndicale et le droit à une négociation collective libre et sans entrave. Et donc, en 2022, on ajoute un 5e principe qui est le droit à travailler dans un environnement sûr et sain, ou sûr et salubre, selon la traduction qui aura votre préférence. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette adoption du 5e principe? Ça signifie, alors évidemment, le Covid est passé par là, cette expérience mondiale d'une pandémie qui a beaucoup contribué à imbriquer les enjeux de santé publique et de santé au travail. Et cette phase pandémique a permis de faire remonter comme priorité de l'agenda social international les questions de santé au travail. Et donc, ça explique en grande partie ce qui s'est passé en 2022. Mais au-delà de l'épisode pandémique, ce qui a aussi beaucoup joué, c'est tous les travaux qui ont eu lieu et les analyses qui ont précédé le centenaire de l'OIT en 2019 sur les transformations et l'avenir du travail. On a célébré le centenaire de l'OIT sur le slogan, si je puis dire, du travail que nous voulons. Voilà. Et parmi les facteurs de transformation du travail, il y en a un en particulier sur lequel je voudrais insister, c'est le facteur démographique, dont on entend souvent peu parler en France, où on met souvent en avant la transformation digitale, l'intelligence artificielle, tout ce qui effectivement constitue des facteurs majeurs de transformation du travail. Mais le facteur démographique a sans doute une prégnance au niveau international qu'on mesure peu dans ce pays où on a l'habitude de parler du vieillissement démographique depuis plusieurs décennies. Mais il faut bien avoir en tête qu'au niveau mondial, la population en âge de travailler va baisser. Elle va baisser d'ici 2050 assez sensiblement, et pas seulement en Europe et en Amérique du Nord, mais partout dans le monde, sauf en Afrique subsaharienne, qui reste l'exception démographique mondiale. Mais le phénomène de vieillissement accéléré que l'on a connu en Europe et en Amérique du Nord, d'autres régions du monde, et notamment l'Asie, va le connaître à vitesse grand V, avec un rythme beaucoup plus soutenu que celui que nous avons connu. Et par conséquent, pourquoi je vous dis ça? Parce que se pose la question de l'adaptation de la force de travail au niveau mondial. Comment est-ce que la Chine, atelier du monde par exemple, va pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne démographique? Et parmi les réponses, il y a une nouvelle approche justement des questions de santé au travail pour revoir les conditions d'allongement de la longévité des carrières professionnelles. Il faut sans doute faire attention et prendre davantage soin d'une ressource qui va devenir de plus en plus rare, c'est-à-dire le travail humain. Alors voilà les 3 faits sur lesquels je voulais insister. Si j'ai quelques minutes, quelques leçons qu'on peut tirer de ces trois événements. La première remarque, leçon, c'est un peu, ce sera un peu présomptueux de ma part, mais disons la remarque que je partage avec vous, c'est l'importance et la nécessité même de prendre la mesure des interdépendances au niveau mondial et des réponses coordonnées qu'il faut y apporter au niveau aussi international. On a trop souvent tendance à considérer que le social, c'est le domaine de la subsidiarité, ça se traite au niveau national, voire même au niveau infranational de l'entreprise des branches. Non, il y a des enjeux qui doivent être appréhendés au niveau international, et ne serait-ce que, c'est pas le sujet du jour malheureusement, mais les questions climatiques par exemple et leur impact sur les questions de prévention sont une question qui se pose au niveau international. Prendre la mesure de ces interdépendances ne sont pas complètement nouvelles. On a construit le droit du travail international au siècle dernier, justement, à partir de la préoccupation de ne pas faire de la méconnaissance
règles de base de la prévention un avantage commercial, un avantage économique valide. Donc, comment faire en sorte de poser un socle international sur ces sujets-là dans une économie mondialisée et qui le restera. Même si aujourd'hui on entend parler de la fin de la mondialisation, les chaînes mondiales d'approvisionnement, c'est une nouvelle donne majeure dans la façon dont la production au niveau mondial est organisée. C'est aussi une nouvelle donne sur les acteurs qui sont à l'origine de cette mondialisation. C'est-à-dire que les acteurs publics, les États, n'ont plus forcément la main exclusive, en tout cas sur ces évolutions. De plus en plus, l'évolution des conditions de travail sont déterminées par des décisions d'acteurs privés, des grandes entreprises, des investisseurs, qui, en jouant sur la cartographie de la production mondiale, jouent sur la cartographie des risques. Et donc, l'éruption de l'acteur économique, c'est une donnée majeure à prendre en compte. Et ça m'amène à la deuxième remarque que je voulais partager avec vous, c'est la question des responsabilités. Traditionnellement, sur la scène internationale, quand on négocie des normes internationales, ce sont les acteurs publics qui ont la main. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver une façon d'impliquer et de mobiliser des éléments de responsabilité des acteurs économiques. Comment aligner le principe de responsabilité sociale sur la réalité de la responsabilité économique? Alors, pendant longtemps, on a dû se contenter de dispositifs volontaires ou contractuels entre le monde économique, les partenaires sociaux internationaux, les ONG. Ils apparaissent depuis maintenant une petite dizaine d'années et on le doit en grande partie aux leçons tirées du Rana Plaza, justement, un certain nombre de principes juridiques nouveaux autour de la responsabilité des donneurs d'ordre au niveau transnational. Alors, les connaisseurs du sujet me verront venir avec mes gros sabots. C'est évidemment l'innovation qu'a constitué en France l'adoption d'une loi en 2017 sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire le principe de la responsabilité des sociétés mères et des donneurs d'ordre sur leur chaîne de sous-traitance, leurs filiales et leurs fournisseurs, qui aujourd'hui a donné lieu aussi à une directive européenne qui va bientôt être transposée, et plus généralement à toute une série de règles qui sont sorties de la soft law pour rejoindre le droit dur, et notamment un dossier que chérit Anne-Marie, en particulier le dossier de la CSR. De la CSRD, pardon d'être complètement obsédé là-dessus, mais c'est vrai que quelle influence vous pouvez avoir sur la CSRD? Oui, tout ça, ça se passe dans les sphères directionnelles et autres, mais c'est justement ça, c'est-à-dire que avant, et si on peut dire, sur le devoir de vigilance, la France est en avance d'un certain côté pour avoir signé cette loi. C'est simplement comme toujours, quand vous impulsez des trucs nouveaux, vous y allez au niveau. Bon, alors je vais être un peu rude, mais au niveau de charte, au niveau d'engagement, et donc les gens sont tout contents, et notamment les directions ici, quand elles ont signé des engagements, des chartes, et qu'elles disent bon bah écoutez voilà, moi je vais aller dans ça. C'est déjà très bien. Maintenant, comme dirait l'autre, c'est comment je le prouve et comment je le fais. Et ça, la nouveauté de la CSRD dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que là, on va être obligé, et je vais te repasser la parole Florence, on va être obligé d'avoir des indicateurs et d'avoir des indicateurs qui permettent de comparer. Et ça, de comparer et de se comparer globalement à d'autres. Alors pourquoi ça c'est important? Je dirais que tout ce qui est cette fameuse dimension d'extra-financier, pendant longtemps, tout le monde et donc ce qu'on dit les réalistes, c'est-à-dire les directions financières, et autres, ont dit bon bah tout ça c'est bien gentil, mais c'est de l'extra-financier, donc donnons ça. Comme joujou à la RSE qui va nous faire des rapports là-dessus, et ce serait déjà pas mal d'ailleurs que globalement on ait ça. Mais on n'est pas obligé de l'intégrer. Là maintenant, les choses globalement sont différentes. Pourquoi? Parce que au niveau légal, déjà, alors ça a l'air idiot, mais au niveau légal, il y a une obligation. Il y a une directive qui date de décembre 2022, donc au niveau européen, qui a été transformée la première fois pour la France en décembre 2023. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que toutes les entreprises de plus de 250 salariés et de plus de 50 millions doivent avoir
être en train de mettre ça en place depuis le 1er janvier pour pouvoir rapporter globalement tout de suite. Et puis l'autre chose qui est, d'un certain côté, pour des directions de boîtes beaucoup plus importantes, c'est l'attitude des banquiers et des financiers. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que eux, ils demandent ça. Donc, on va voir maintenant, et moi je dois dire qu'un certain nombre de membres du cercle, par exemple, m'ont interrogé là-dessus, et on voit qu'ils sont obligés, en gros, ils sont tenus de fournir des données, indicateurs ou direction RSE, direction financière et autres, pour les publier dans ce fameux rapport de durabilité qui va devenir globalement obligatoire. Alors, c'est un peu global, tout ça, c'est un peu cérébral, mais de facto, ce qu'il faut voir que sont embusqués derrière les choix d'investisseurs, les choix de financement, les autres structures et les fameuses grandes agences de notation. De notation, avant, il y avait, on avait les notations extra-financières, du genre de celle qui a été notamment pilotée par Nota, qui était Vigeo. Mais maintenant, toutes les agences de notation mondiales sont sur la finance et sur l'extra-financier. Ça va mettre du temps à venir, mais on a intérêt globalement à être dessus. Et notamment, les deux questions cruciales et très très sensibles que sont, si je peux me permettre là-dedans, les femmes et l'usure aussi, et la santé mentale, il va falloir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Florence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors très concrètement pour les entreprises, pour pouvoir progresser sur la prévention des problématiques de santé mentale ou d'usure professionnelle, pour toutes et tous, parce que c'est ça l'enjeu, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement une analyse différenciée des problématiques de santé mentale, des problématiques d'usure, donc de parcours pour les femmes et pour les hommes, mais dans l'objectif de bâtir des organisations de travail, des dispositifs de prévention pour toutes et tous. On est toujours dans cette approche universelle de la prévention, mais qui se base sur une analyse différenciée, notamment selon le sexe, mais ça peut être selon les CSP, selon les métiers, etc. Et c'est vrai qu'il y a des obligations aujourd'hui qui s'imposent aux entreprises. Depuis que l'ANACT a produit la photographie statistique qui a permis de voir que les accidents de travail des femmes augmentaient alors que ceux des hommes diminuaient, et ça même en taux de fréquence, il y a eu une loi en 2014 qui exige désormais des entreprises de produire des données sexuées en santé au travail, des données sexuées de sinistralité. Sauf que dans le cadre de la BDESE, aujourd'hui, les partenaires sociaux ont le choix, effectivement, des indicateurs. Il y a une deuxième obligation qui est peut-être méconnue, en tout cas qui est encore très peu mise en œuvre, c'est l'évaluation différenciée des risques selon le sexe. La loi exacte, c'est il faut réaliser une évaluation des risques professionnels prenant en compte l'impact différencié en fonction du sexe. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, les femmes et les hommes sont exposés à des risques professionnels différents dans les entreprises parce que majoritairement, ils et elles ne sont pas dans les mêmes emplois, pas dans les mêmes parcours. Mais par ailleurs, le travail a un impact différent sur la santé, notamment sur la santé physique ou mentale, parce que sur le plan biologique, sur le plan social, les femmes et les hommes ne sont pas exactement les mêmes ou pas exactement dans les mêmes situations. Je t'arrête encore juste 30 secondes sur cette question de indicateurs différenciés. Alors, au-delà du terme, le terme est très important. Parce que, globalement, alors soyons ou cyniques ou naïfs ou, bon, comme on dira, mais en gros, pourquoi est-ce que pendant longtemps, aussi les choses ont été sous le boisseau comme ça? Mais c'est parce que, effectivement, on n'avait pas d'indicateur genré du tout. Alors, le bon alibi est dans le fond, pourquoi pas, c'était de dire, mais on va pas faire de la stigmatisation. Alors vous comprenez, comme effectivement on observe objectivement sur certains domaines, sur certaines indications que l'absentéisme des femmes est supérieur, eh ben on va pas publier, on va pas dire, et puis cachez-moi ce sein qu'on ne saurait voir, on va pas regarder non plus, parce que dans le fond, si on peut pas agir, pourquoi est-ce qu'on regarderait? Alors c'est là où je trouve que l'extrême courage, si je peux me permettre de ce que tu as eu et de ce que d'autres ont, qui est, il faut regarder, il faut mesurer, il faut se garder de porter des jugements trop vite, il faut regarder ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, qui est très important, qui est la multifactorialité, parce qu'en gros, il n'y a pas une raison qui conduit à un truc, on n'est plus dans un schéma simpliste, on est
sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus polyfactorielles justement. Et ce qu'on voit aussi, alors on connaît tous des clubs ou des trucs qui ont envie et qui réfléchissent sur la nouvelle formule, j'allais dire, du sociétal de demain. Quelle sera la place du travail? Quelle sera la place de la société? Quelle sera la place du reste, sachant que pendant longtemps, on a tronçonné les gens avec, quand tu rentres dans l'entreprise ou dans la fonction publique, la même chose, tu laisses de côté tes problèmes perso. On sait que c'est une vue de l'esprit, que c'est globalement pas possible et qu'il faudra faire autrement. Alors ça, il faut effectivement que on l'accepte progressivement, et je dois dire que là, c'est là où moi je tire mon chapeau, parce que le plafond de verre se fendille, la conscience vient, et la conscience c'est très important. 2 minutes encore, et puis je vois qu'il nous reste quand même un quart d'heure, et j'aimerais peut-être vous tous à la fois vos questions, vos interventions sur les secteurs et autres qui sont les vôtres. Donc Florence, c'est à toi, et puis oui, c'est ça, je voulais juste rajouter, puisque Anne-Marie, tu as évoqué la question de l'absentéisme, hein. L'absentéisme, aujourd'hui, les femmes sont absentes 30 à 40% de plus que les hommes. Ça fait 4 à 5 jours par an, hors maternité, paternité. On l'explique d'abord pour à peu près un quart par l'arrêt maladie avant maternité. Parce que en France, alors que les femmes sont pas forcément malades, enceintes, on n'adapte pas le travail, on ne change pas temporairement d'affectation, on préfère mettre en arrêt. Juste un exemple, oui, dans ce sens-là, je crois que c'est toi, vous qui me le donniez là. Par exemple, quand vous êtes à l'hôpital, eh ben vous n'avez pas de blouse de travail pour femmes enceintes. Oui, l'adaptation des EPI. Oui, voilà. Deuxième facteur de cause, c'est maladies souvent féminines qui arrivent plus tôt dans la carrière d'une femme que d'un homme. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'endométriose, le cancer du sein qui arrive 8 ans plus tôt que le cancer de la prostate, la fibromyalgie, etc., avec des problématiques d'arrêt. Mais l'essentiel de cet écart homme-femme, il s'explique par les conditions de travail, par cette exposition aux risques psychosociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, d'où je reviens à ce document unique d'évaluation des risques. L'ANACT est en train de produire un petit guide méthodologique qui paraîtra à l'automne pour aider les entreprises à évaluer les risques justement de manière différenciée, c'est-à-dire en n'oubliant pas les risques dans les emplois à prédominance féminine, par exemple les fonctions support, parce que souvent on fait un DU avec les risques les plus dangereux auxquels sont exposés les hommes, en n'oubliant pas les risques liés aux violences sexistes et sexuelles. Et il y a en ce moment des outils qui sont en train d'être produits. En Occitanie, l'ANACT, on va réactualiser un outil en diagnostiquant 40 facteurs de risque. Ces facteurs de risque organisationnels dont tu parlais, Cyril, qui conduisent à ce que certains postes, certaines activités, certains métiers, certaines entreprises sont plus exposés que d'autres aux violences sexistes et sexuelles. Également, mieux prendre en compte dans ce document unique les situations de travail des femmes enceintes et tout un certain nombre d'éléments liés à l'inadaptation de l'organisation du travail, des cadences pour des hommes jeunes en bonne santé, du port de charge excessif, etc., etc. Voilà, donc des données sexuelles en santé au travail, c'est indispensable et il faut plus faire l'autruche. Et c'est grâce aux données qu'on va progresser. Et effectivement, comme le disait le rapport du Sénat récemment sur la question, différencier n'est pas discriminer. On discrimine déjà, en fait. Il y a déjà des entreprises qui me disent « j'embauche pas de femmes de moins d'1m60 parce qu'elles vont pas pouvoir travailler sur mes étagères qui sont trop hautes, etc., etc. » On a peur aussi en France de la discrimination positive. Il ne s'agit pas là de faire la discrimination positive. Alors oui, peut-être quand on est enceinte, on peut dire que c'est la discrimination positive, mais voilà, c'est une différence biologique, voilà. La majorité des femmes et des hommes se ressemblent, mais il y a quand même ces différences liées à la morphologie, la santé reproductive. Donc en fait, c'est plutôt un acte de progrès, si je puis dire, de mettre à plat ces données sexuées, d'évaluer les risques pour les femmes et pour les hommes, diagnostiquer les facteurs de risque de violences sexistes et sexuelles, adapter les EPI pour les femmes et pour les hommes, adapter l'organisation de travail, questionner le management. Les femmes sont quand même très exposées, je pense au secteur de la propreté, à un management strict, directif, voilà, avec beaucoup de conséquences délétères. Et puis bien sûr, anticiper l'usure professionnelle par la mise en place de parcours. Il n'est pas normal que les femmes restent au premier niveau
dans les entreprises, dans les organisations, des dispositifs de maintien en activité et puis bien sûr de la souplesse dans l'articulation des temps. Merci à toi. Alors, peut-être un peu des réactions, j'allais dire, de vous qui êtes dans les entreprises, et je vais commencer encore une fois par remettre un peu de citron. C'est qu'on parle plein des entreprises, donc c'est vachement bien, et bravo pour elles. C'est maintenant, je crois que c'est combien, 18 millions, 19 millions de salariés d'entreprises du privé qui sont suivis par la CNAM, par l'assurance maladie. Voilà, donc 19 millions 6. Voilà, oui. C'est ça. Donc en gros c'est ça, mais au total on a un nombre d'actifs pas loin de 30 millions. Alors il y a les chômeurs, mais il y a quand même un peu plus de 6 millions de fonctions publiques, des 3 fonctions publiques. Et de dire par exemple ce matin, on réfléchissait sur ce même type de sujet, mais par rapport aux établissements de soins. Et encore une fois, les stats qu'on a, qui sont les statistiques d'Amélie, de la CNAM et autres, je vais faire très savant, dans le CTNI, c'est-à-dire le secteur le secteur d'activité professionnelle, on a tout un amalgame, et j'allais dire que la santé est collée avec le nettoyage, l'aide à domicile et globalement un certain nombre d'autres choses, et on aurait vraiment besoin, donc Florence, là, je te retuyauterai plutôt pour la suite là-dessus, d'avoir la même chose au global et des vrais data, encore une fois, parce qu'on a des sondages et c'est pas la même chose. On a des enquêtes. Bon, en même temps, les trucs sont faits plus ou moins bien, mais ça c'est autre chose. Mais on a les vrais data, on les a pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas où elles sont mobilisables. En tout cas, sur les fonctions publiques. Voilà. Donc moi, c'était ma première remarque. D'autres actions. Carline, pardon, j'ai envie de vous passer la parole. Carline Amiel et Dr Carline Amiel est médecin du travail à l'hôpital Foch. Moi, j'ai une petite question concernant les données que vous recueillez sur l'anxiété et le stress qui n'aboutissent pas forcément à des arrêts de travail. Donc, en fait, il y a 2 cas de figure. Il y a le médecin traitant qui va arrêter pour un stress ou une anxiété sans donner une corrélation avec l'usure professionnelle. Donc là, je pense que ce sont des données qu'on n'a pas aujourd'hui et qui mériteraient probablement d'être mises en avant. Et pour tous ceux qui subissent au quotidien cet état d'anxiété ou de stress et les personnels qui ne sont pas en arrêt maladie, est-ce que vous avez des données ou un moyen de recueillir ce type de données en fonction du genre? Merci Carline de la question vraiment importante, encore une fois. Est-ce qu'on a des données? Alors on sait, mais comme dirait l'autre, c'est une espèce de consensus, que le trio gagnant, si on peut dire, en matière de santé mentale, c'est stress, dépression, anxiété. Voilà, alors, entre les 3, mon cœur balance, et de temps en temps c'est l'un, de temps en temps c'est l'autre. On a un certain nombre d'indications, en revanche on a des indications aux États-Unis, par les assureurs aux États-Unis, de ce qu'est l'impact, ou au Canada aussi, de ce qu'est l'impact et l'impact financier des arrêts là-dessus. Je sais pas si tu les as, je suis tombé là-dessus avant-hier sur ces données canadiennes. Florence. L'ANACT n'a pas de ces données car l'ANACT n'est pas un organisme de publication statistique. Par contre, je pense qu'il y a un rôle très important des services de prévention en santé au travail. Et il y a un travail qui, il me semble, démarre pour exploiter mieux les données que vous avez effectivement médecin. En Corse, par exemple, il y a eu un travail d'analyse des données recueillies. Il y a aussi la démarche Everest, etc., pour essayer, à partir des données recueillies par les médecins, qui sont quand même des données confidentielles, d'arriver à les extrapoler. Et moi, je pense que les médecins du travail et les médecins tout court, donc en lien santé publique, santé au travail, ont un rôle extrêmement important pour faire progresser la connaissance et les déterminants de ces situations. Voilà. Là-dessus, tu parlais de la RACT Occitanie. Moi j'ai découvert en Occitanie des systèmes très coopérants d'utilisation des données. Encore une fois, je parle pas des sondages, mais des données, et notamment il y a une telle, si vous voulez, rétroaction positive qui se passe entre la RACT, l'ADRETS, l'ARS et les partenaires, les services de santé au travail, qu'ils arrivent vraiment, et sur la base de données, à monter des programmes là-dessus. On les a mis en lumière il y a quelques mois, on recommencera, parce qu'ils font des progrès absolument phénoménaux. Et je vois par exemple un service, je vais vous passer la parole, il faut que je me magne là-dessus, qui est à côté de Toulouse, et qui est en train de monter un truc sur vieillissement et travail. Donc on est en plein, et santé mentale, on est en plein sur ce truc-là. Bon, j'ai pas encore les données. Monsieur. Oui, alors
Oui, je sais pas. Voilà. Ça y est. On a beaucoup parlé de fonction publique. Comment faire en tant qu'acteur local, littéralement service de médecine de prévention, par exemple, pour aider sur ce genre de thématique, quand on sait que la fonction publique, on a peu ou pas la main sur les actions à mettre en place, sans même parler de questions de budget ou de d'embauche, carrière ou autre. Une idée là-dessus, Florent. Et puis alors, j'aimerais bien qu'on entende Cyril avant parce qu'on va se faire virer dans 3 minutes, hein, en gros. Excusez-moi. Juste une idée qui est, en tout cas, dans le secteur privé, il y avait une loi qui est passée en 2016 comme quoi les rapports de médecins du travail devaient produire des données sexuées pour les femmes, pour les hommes. La fiche entreprise, il y a un certain nombre de PRST, les plans régionaux de santé travail, qui sont en train de travailler sur cette fiche entreprise. Donc théoriquement, les DUERP, même combat. Normalement, alors là, on est à peine en retard, hein, on a tous 10 ans de retard, ça devrait être fait complètement depuis. Simplement, maintenant, il y a une vigilance. Je veux dire aussi, pardon, de sortir le gendarme, mais on a aussi une incitation de l'inspection du travail à regarder ça d'un peu plus près dans les données générales. Je suis désolé, hein, de dire des choses triviales. On va vraiment se faire engueuler. Donc, un mot, Florence. Pardon, monsieur. Oui, bonjour Monsieur Combs. Vous disiez que vous parliez du Rana Plaza. Moi, je reste un petit peu dubitatif par rapport à ce que j'observe. Est-ce que depuis ce grave, c'était assez terrible, est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec tout ce que les choses ont, enfin tout ce qui a été mis en place, est-ce que si vous faites le bilan aujourd'hui en 2024, est-ce que les choses n'ont en fait pas beaucoup changé ou au contraire, il y a quand même des sacrées évolutions? Vous voulez dire au Bangladesh ou oui, au Bangladesh, parce que moi, ce que je m'aperçois, c'est que toutes les grandes marques comme H&M, Zara et tout ça, on continue d'avoir des documents, enfin des vêtements, pardon, de ces groupes qui sont faits au Bangladesh. Oui. Alors, ça m'interpelle et je me pose la question. Merci de la question, parce que ça me donne l'occasion de souligner un point. Merci. C'est qu'après donc le Rana Plaza, on a eu notamment sous l'égide de l'OIT beaucoup d'initiatives qui ont été prises, qui ont associé les donneurs d'ordre, donc les marques et les distributeurs des pays riches, les ONG, les fédérations syndicales internationales et les autorités du Bangladesh. Et dans le deal général qui a été fait à ce moment-là, il y avait un point qui était extrêmement important pour tout le monde, c'était que les sources d'approvisionnement au Bangladesh demeurent. Le risque, c'était quoi? Parce que l'industrie du prêt-à-porter, c'est une industrie assez mobile. On peut assez facilement, c'est pas les semi-conducteurs, quoi. Hein. Donc, on peut assez facilement construire une infrastructure dans le pays d'à côté qui est moins sous les feux de l'actualité. Donc, il était extrêmement important de maintenir l'activité textile dans ce pays. Donc, le fait d'avoir toujours le Bangladesh parmi les principaux exportateurs de textiles, c'est pas en soi un facteur de suspicion, on va dire. Ce qui s'est fait de positif, c'est quand même que l'ensemble des sites habilités à l'export ont été visités et ont fait l'objet d'ajustements du point de vue et de mise aux normes internationales sur le terrain de la santé et de la sécurité au travail. Donc, je suis pas en train de vous dire que le Bangladesh est devenu un paradis, le paradis du monde du travail, mais on peut quand même soutenir que l'action qui a été menée depuis 10 ans a produit des effets et a responsabilisé les donneurs d'ordre. Ça, il me semble que c'est le legs le plus substantiel. On l'a vu avec la loi française de 2017, qui a fait des petits en Allemagne, en Suisse et ailleurs, et aujourd'hui la directive européenne. Merci de la question, parce que effectivement derrière les engagements, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe de concret? Et je crois que de ce côté-là, les audits qui sont faits sont de plus en plus sérieux. Je vous raconterai pas ce type d'audit qu'il y avait. Alors disons, voyons, il y a plus de 20 ans, parce que comme ça, il y aura prescription, mais où effectivement, quand les structures, notamment les structures sous-traitantes de ce type, étaient au courant avant la bande d'auditeurs débarquait, j'allais dire qu'on balayait partout, on mettait les enfants à la cave, et l'audit avait lieu comme ça. Heureusement, les choses sont plus comme ça, globalement, là, maintenant. Merci à vous. Alors, je surveille ma montre, il est 15h58, on a exactement 2 minutes, pour conclure globalement pour chacun, à moins qu'il y ait une autre question. Non. Alors, Florence, à toi. Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que dans le contexte dans lequel nous vivons... Et sur le menton, c'est mieux. Oui,
Le menton Oui, en bas, voilà, en bas, voilà. en bas. Et si l'on regarde plus particulièrement les enjeux de crise climatique, de transition écologique, d'intelligence artificielle, etc., on sait que les problématiques de santé mentale, d'exposition aux risques psychosociaux, elles vont augmenter. Donc déjà, il y a un différentiel homme-femme, il risque de s'accroître. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ces dimensions de genre ou aussi de CSP parce que ça n'est pas la même chose selon les catégories socio-professionnelles, donc selon les populations au travail. Et pour cela, juste, je voulais donner une information, c'est que l'ANACT organise un colloque les 6 et 7 novembre prochains en distanciel, en présentiel à Lyon sur ces problématiques de transition écologique, genre, quelle transformation du travail. Vous avez les informations sur le site de l'ANACT. Et on Voilà. vous mettra le lien. Merci Florence. Moi, j'insiste. Cyril Leviatic. Moi, j'insisterai, le mot de la fin, ce sera pour insister sur ce que j'ai dit au début et ce que Florence aussi a dit sur le rôle du dialogue social. Ça me semble vraiment un point très, très important. On parle beaucoup de démocratie sanitaire dans le champ de la santé publique. Je pense qu'il faut avoir le même type d'approche en matière de santé au travail et le dialogue social sur la prévention, c'est un peu ça, c'est un peu l'expression de cette démocratie sanitaire, la démocratie sociale en entreprise, avec aussi un changement de focale sur le dialogue social. C'est-à-dire qu'il faut que le dialogue social de plus en plus intègre ce principe de prévention comme un principe d'organisation du travail et ne plus se cantonner exclusivement sur, je dirais, les contreparties bien connues de la subordination, qui sont très importants. La négociation sur les salaires et sur les conditions de travail, c'est quelque chose de très important. Mais voilà, le dialogue social, ce qu'on appelle en France aussi le dialogue professionnel, ouvre un champ nouveau sur toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Ouais, ça, merci d'insister là-dessus parce que c'est effectivement crucial. Et moi, je voudrais rajouter un autre chiffre. Alors, comme toujours, quand on est à 50-50, on peut voir un côté ou on peut globalement voir de l'autre. Mais sur cette question des femmes et de la santé mentale, c'est pas des datas, c'est un sondage, donc à prendre. Mais on a 50% des femmes qui hésitent ou renoncent à parler de ces questions-là de santé mentale dans leur cadre classique, c'est-à-dire dans le cadre de leur structure de travail classique, de leur organisation, voire de leur médecin du travail, classique ou autre, ou de leur psychologue du travail ou autre classique. C'est vrai que on a ce frein-là, et alors encore plus de la hiérarchie. Là, on n'en parle pas, c'est 80% au moins. Les autres, elles ont dû fumer la moquette, qui disent que elles en parleraient pas à leur chef, quel qu'il soit. Et donc là, de ce côté-là, je veux dire que ce qui est, alors, je reciterai encore nos amis de Foch, mais autres ou d'autres, ou ce que fait aussi l'ANAC, qui sont ce que vous faites aussi de façon informelle, des groupes de parole pour que les gens parlent. L'essentiel est de pouvoir en parler. C'est-à-dire que on n'aurait pas imaginé, je vais vous dire, il y a 5 ans, d'avoir un truc où vous étiez aussi nombreux sur ces questions usure professionnelle, santé mentale. On aurait dit qu'est-ce que c'est fou. Bon, là maintenant c'est plus le cas. Donc on voit effectivement que les choses évoluent positivement. Et donc merci à vous en tout cas à vous tous d'avoir été là. Et puis je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants qui ont vraiment été super. Grand merci à vous. Et on va pas trop se faire engueuler parce qu'il est 16h02, mais voilà. Merci à vous tous. Donc à bientôt. Alors je vous ai pas dit les prochaines étapes. Ça va être le replay que vous aurez la semaine prochaine. Et comme vous avez tout votre truc là, et aussi des documents, les documents de Florence et d'autres que vous aurez là. Un grand merci à vous tous.